The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Avant, les gouvernements de la plupart des pays développés faisaient au moins semblant de se préoccuper du dérèglement climatique. Parfois, ils menaient de vraies politiques écologiques, même si la plupart du temps, pas du tout. Mais aujourd'hui, la première puissance mondiale assume. Ils ne veulent rien faire pour réduire leurs émissions ou arrêter le dérèglement climatique. Dès le premier jour de son mandat, Trump sort des accords de Paris et déclare une urgence énergétique pour faire en sorte d'extraire un maximum de pétrole et de gaz. Le tout en mettant ce mec, le CEO d'une entreprise d'exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique, directement au poste de ministre de l'énergie. Parce que, pourquoi faire semblant ? Une politique aussi absurde dans le contexte de dérèglement climatique dans lequel nous sommes aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Elle est rendue possible par un discours, une rhétorique qui prend de plus en plus de place aux États-Unis. Ce qu'on appelle les climato-sceptiques en France et aux États-Unis les climate denialists. Ce sont des termes assez imparfaits pour qualifier des gens qui ne sont d'accord sur rien, si ce n'est sur l'idée de ne surtout pas essayer de réduire nos émissions de CO2 et de continuer à utiliser un maximum d'énergie fossile. Et c'est un discours qu'on ne doit pas sous-estimer, parce qu'il a un impact fort sur l'opinion publique et sur les politiques, dont l'action est indispensable pour éviter le désastre qu'on voit arriver. Malheureusement, ces idées ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Amérique. Donc on va devoir y répondre, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, avec une déconstruction étape par étape de tout l'argumentaire climato-sceptique. On va prendre en exemple 3 personnages. Donald Trump, qui incarne le déni climatique primaire, Christian Girondeau, qui fait du déni climatique à la sauce boomer, et le Raptor, Ismaël Ouslimani, qui représente la version moderne du mouvement, celle qui progresse le plus aux États-Unis. Première phase, la planète ne se réchauffe pas. C'est un argument que l'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui, mais pendant longtemps, il y a eu un fort débat sur cette question, avec une grosse proportion de gens qui étaient sceptiques quant au fait que la Terre se réchauffe réellement. Aujourd'hui, 97% de la population l'admet, mais il reste un dernier petit village gaulois qui continue de le nier. Le problème, c'est qu'il est à la Maison-Blanche. Nous n'avons pas de problème de réchauffement climatique. Ils n'utilisent plus ce terme de toute façon parce que, comme vous pouvez le voir, la planète devient... Il fait très frais aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le réchauffement de la planète parce qu'à certains moments, elle commence à se refroidir un peu, comme maintenant, comme à cette période de l'année. Et comme ils se font avoir avec le réchauffement global, ils l'ont changé. Vous savez quel est le terme qu'ils utilisent maintenant ? Le changement climatique. Ainsi, s'il fait plus chaud, tout va bien. S'il fait plus froid, s'il pleut, s'il neige, au milieu de l'été, c'est le changement climatique, vous savez. Et tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Ce que dit Trump est en partie vrai. Effectivement, le terme de dérèglement climatique est peut-être plus approprié que celui de réchauffement, puisque ce réchauffement de la planète à l'échelle mondiale peut avoir différentes conséquences à l'échelle locale, à cause de spécificités géographiques et météorologiques dans chaque région. Maintenant, est-ce qu'il y a un débat sur un potentiel réchauffement ? Voici les mesures à l'échelle mondiale. Globalement, non. D'ailleurs, la plupart des gens s'en rendent compte aujourd'hui directement puisqu'il neige moins qu'autrefois, qu'il tend à faire plus chaud, ce qui explique les 97% de personnes qui y croient. Et il y a un autre extrait assez tragique que j'aimerais vous montrer sur cette même thématique. So I think one area of mutual agreement and priority is vegetation management. But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key because if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay, it'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Si vous n'avez pas tout compris, c'est Trump qui était intervenu en 2020 pour comprendre ce qui avait créé les énormes feux de forêt en Californie. Le responsable explique que même si on peut améliorer la gestion de la forêt, le changement climatique va forcément provoquer de nouveaux feux catastrophiques. Et Trump qui lui dit que non, ça va bien se passer, ça va même se refroidir, et que tant qu'on gère bien les forêts, il n'y aura plus de méga-feux en Californie. Largest fire now in California history. In 1 month, the Dixie Fire has destroyed more than 1,000 structures. There is a thick layer of smoke. Feel it in your eyes. Small pieces of ash are raining down on the cars. Need to prepare to leave Our now. community hall has been burned to the ground. 2 people have Homes, died. businesses, and We other have never structures hit destroyed. 110. This is a fast-moving fire. You can see the smoke right now, all fueled by these strong A new winds. fast-moving wildfire torching the hills north of Los Angeles. More than 5,000 acres, relentless conditions that have plagued Southern California now for more than 2 weeks. Hey, well, I don't think science knows. Deuxième phase, le changement climatique est naturel.
On passe à ce qui constitue le gros du climato-scepticisme à l'ancienne. Le dérèglement climatique serait naturel. Et pour cela, nous avons diffusé un extrait de Monsieur Gérondeau. Mais qui est Monsieur Gérondeau, me direz-vous? Eh bien, c'est le premier inspecteur chargé de la sécurité routière de France. Donc, c'est à lui que nous devons les limites de vitesse. Et là, vous allez me dire, mais Aurore, ça n'a rien à voir avec le climat? Oui, effectivement. D'abord, la variation de la température terrestre, le changement du climat. Le climat a toujours changé. Il y a eu des aires glaciaires, des aires interglaciaires, et puis si on se rapproche de nous, prenons depuis 2000 ans, à l'époque romaine, et d'ailleurs c'est pas un hasard, il y a eu un optimum climatique, une température qui était à peu près celle que nous vivons aujourd'hui. Après ça s'est refroidi, du coup il y a eu les invasions barbares. Aux alentours de l'an 1000, nouvel optimum climatique. C'était une époque où les Vikings ont habité au Groenland. Groenland, il était vert, ça voulait dire Greenland. Le climat a toujours évolué au fil du temps. En l'an 2000, il y a eu, c'est vrai, un optimum climatique en Europe, et au moment de la Renaissance, il y a eu une baisse des températures. Ce sont des événements parfaitement connus, parfaitement documentés, mais dont l'amplitude n'était pas aussi importante. On reste largement en dessous d'un degré de variation. Quand on compare la variation du climat depuis 2000 ans avec celle que nous connaissons actuellement, on voit que nous ne sommes pas du tout dans les mêmes standards. Il n'y a jamais eu plusieurs degrés de changement en un siècle dans l'histoire récente de la planète entière. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Et non, le Groenland n'était pas vraiment vert. Il était sensiblement à la même température qu'aujourd'hui. Le Groenland a été nommé par un certain Éric le Rouge en 982, un monsieur qui était en exil parce qu'il avait tué son voisin. Oui, c'était une autre époque. Éric est donc parti pour ces terres au nord que quasiment personne ne connaissait et les a nommées Greenland. Et son but était d'attirer un maximum de personnes pour lui faciliter la vie et se construire un petit royaume. Mais non, le Groenland n'était pas green. Pour qu'il le soit totalement, il aurait dû faire 15 degrés de plus qu'aujourd'hui en Europe, ce qui n'est pas très crédible, d'autant plus que l'Islande, colonisée 100 ans plus tôt, qui est un pays voisin du Groenland, a bien été appelée pays des glaces par des colons norvégiens. Le coup marketing d'Éric a néanmoins super bien marché, à tel point qu'encore aujourd'hui, vous pouvez entendre cette légende au repas de Noël. Mais Aurore, 2 degrés de réchauffement, c'est n'importe quoi. Et c'est ce que ça veut dire Groenland en anglais? Ça veut dire pays vert. Pays vert, Greenland. Regardez, 2 degrés, si tu racontes. En plus, on sait expliquer les changements climatiques que nous avons vus pendant le petit âge glaciaire, ou lors des optimums climatiques. La plupart de ces changements viennent des cycles de Milankovitch. En gros, c'est l'orbite de la Terre, ou de l'activité solaire. Évidemment, ces cycles et l'activité solaire sont continuellement observés par les scientifiques, et nous savons qu'actuellement, ils ne sont pas responsables du réchauffement climatique. Un deuxième argument climato-sceptique que l'on peut lier au précédent, c'est que les humains seraient bien trop petits pour dérégler quelque chose d'aussi important que le climat ou la planète, et que le CO2 que nous rejetons serait en quantité beaucoup trop faible pour influencer quoi que ce soit. On ne peut rigoureusement rien à l'égard de la masse du CO2 atmosphérique. Et bien ça, vous le trouvez nulle part. Pour d'ailleurs une raison qui est tout à fait curieuse, et dont les conséquences sont absolument gigantesques, c'est que vous comptez les émissions de CO2 en tonnes et la présence du CO2 dans l'atmosphère en ppm, partie par millier. Et personne ne fait le rapprochement entre les deux. Alors le ppm, on sait très bien combien ça fait de tonnes, mais vous ne verrez jamais. Et je le disais ce matin dans les journaux, ça y est, catastrophe. La concentration de CO2 sur la Terre a continué à augmenter. C'est vrai qu'elle augmente, puisqu'on rejette du CO2. Et on va atteindre 418 ppm. Personne ne fait le rapprochement avec le nombre de tonnes. Et si on fait le rapprochement avec les émissions, on s'aperçoit que ces émissions, c'est 1/200e, 0,5% de la masse du CO2, et que donc même si on arrivait à agir sur ces émissions, non seulement on ne va pas arriver à agir, elles vont augmenter, mais même si on arrivait à les diminuer ou les supprimer, ça ne changerait rien. Eh bien ça, c'est une évidence que j'ai pas trouvé ailleurs. C'est un extrait assez culotté, parce qu'il a l'impression d'avoir fait une découverte de malade qui remet en question l'intégralité du travail du GIEC. Et ce qu'il y a de marrant, ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut le prouver et que les gens croient malgré les preuves. Et ça, c'est quand même psychologiquement très curieux. Non, je suis désolé, parce que les preuves que je viens d'énoncer, vous ne les trouverez pas ailleurs. Oui, effectivement, les sociétés rejettent l'équivalent de 0,5% du carbone présent dans l'atmosphère chaque année. Et c'est vrai que les émissions actuelles correspondent à environ 2,3 ppm sur un total de 400 ppm. Mais c'est juste une question d'échelle de temps. Si vous rejetez 2 ppm chaque année pendant 100 ans, vous allez rejeter 200 ppm, soit une augmentation de 50%. Même en pourcentage, 0,5% rejeté chaque année pendant 100 ans, ça représente plus 50%.
L'impact est énorme. Voici un graphique de la quantité de carbone présente dans l'atmosphère depuis 2000 ans. Vous pouvez constater que cela monte malheureusement très fort. Et ce qui est bien, si je puis dire, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez tester directement chez vous. Vous achetez un appareil pour mesurer le carbone, vous mesurez chaque année pendant 5 ans, et vous verrez encore une fois malheureusement le CO2 dans l'atmosphère monter d'environ 2,3 ppm chaque année. Donc là c'est juste une erreur mathématique de base, ce qui est quand même un peu dommage quand ton livre de référence sur le climat s'appelle le climat par les chiffres. Ok, le CO2 monte fort, ok, la planète se réchauffe, mais comment peut-on être sûr que ce changement climatique n'est pas d'origine naturelle? En fait, tout est une question d'échelle de temps. Les bouleversements climatiques les plus intenses, comme les vraies glaciations ou les changements de température à l'époque des dinosaures, oui, c'était des changements de température parfois plus importants, jusqu'à 10 degrés de variation, c'était des changements qui étaient aussi très largement plus lents que ce que nous connaissons aujourd'hui. Rentrer ou sortir d'une ère glaciaire, par exemple, a fait varier la température moyenne de la Terre de 4 à 10 degrés maximum, ce qui est nettement plus qu'actuellement, mais ce changement s'est effectué sur des périodes de 10 000 ans. Un changement de plus d'1 degré par millénaire sur le long terme, quelles que soient les conditions, c'est très rare. Faut garder à l'esprit que 100 ans, à l'échelle géologique, c'est minuscule. Donc, les phénomènes observés capables de changer le climat à ce point, faire plusieurs degrés par siècle de variation, en réalité, ils sont extrêmement rares. On peut citer par exemple l'éruption de supervolcans, qui pourraient avoir un impact fort et très rapide sur le climat, des météorites, et autres événements de ce style qui pourraient aussi avoir un impact fort. Et je pose juste ça là, potentiellement la présence de Caris en extérieur. Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors. Mais en dehors de ces phénomènes très spécifiques, une telle anomalie statistique s'explique assez difficilement. Enfin si, l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, un gaz à effet de serre reconnu, avec une évolution du niveau de concentration qui suit parfaitement l'augmentation de température, ça c'est une très très bonne explication. C'est à cause de ces différents éléments que 97% des scientifiques et l'intégralité des études sur la question concluent un impact prédominant de l'activité humaine sur le changement climatique. Et qu'il existe une explication avec des arguments d'une solidité extrême qui correspondent parfaitement à la situation observée. C'est pour cela que la plupart des climato-sceptiques se gardent bien de dire quel est le phénomène naturel précisément qui justifierait une telle augmentation. Parce qu'ensuite, vous pouvez vérifier que ce n'est pas le cas avec tout un tas de preuves. Mais non, rester dans le scepticisme, c'est beaucoup plus confortable. En plus de ça, malheureusement, le climato-scepticisme a muté avec le temps et aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Celle des gens qui constatent le dérèglement climatique, qui reconnaissent une responsabilité au moins partielle de l'homme et qui, malgré tout, continuent à refuser la lutte contre celui-ci pour diverses raisons. Le changement climatique existe, mais il serait bénéfique. Alors ça, c'est un argument qui, mine de rien, reste assez ancien. Et comme d'habitude, l'exemple le plus idiot nous vient du président des États-Unis. Even Pakistan has nuclear. We have countries. India has a lot of nuclear force. We have countries that have tremendous nuclear power. And when I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years, an eighth of an inch. And you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. Effectivement, le réchauffement climatique va avoir quelques conséquences positives. Alors les plages, c'est pas forcément le meilleur argument. Mais par exemple, la Russie va voir son nombre de terres cultivables augmenter, en supposant qu'il reste quelqu'un pour cultiver ces terres d'ici là. Et en plus, le CO2 est bon pour faire pousser du blé, tant que la température reste adaptée. Un bénéfice malheureusement bien léger par rapport aux conséquences négatives que nous allons connaître. Comme dit précédemment, un changement climatique d'1 degré ou plus par siècle est extrêmement rapide par rapport aux normes géologiques et surtout beaucoup trop rapide pour les écosystèmes. La faune et la flore sont faites pour vivre dans des conditions relativement stables, avec un climat qui ne change pas à toute vitesse. Oui, les animaux peuvent s'adapter. Vous connaissez peut-être le phénomène de l'évolution, mais c'est un processus lent qui nécessite des dizaines de milliers d'années. En l'occurrence, selon le scénario actuel, un changement de 3,5 degrés en moyenne à travers la Terre d'ici 2100 constitue une menace existentielle pour beaucoup d'espèces. Et cette destruction de la biodiversité est certaine parce qu'on la connaît déjà. Il y a 1 million d'espèces qui sont aux portes de l'extinction aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne plus directement, la NASA et le GIEC prévoient une montée des eaux, plus d'ouragans, des pluies plus intenses, des inondations, plus de sécheresse, de canicules et plus de feux de forêt. Effectivement, les scientifiques ne sont pas sûrs de l'ampleur de l'augmentation de ces phénomènes et de la vitesse à laquelle ils vont s'intensifier. Ils donnent donc un degré de confiance pour chaque événement. Par exemple, ils ont une haute confiance dans l'augmentation des inondations en Europe et en Asie, mais une confiance moyenne dans l'augmentation des inondations en Amérique du Sud, peut-être parce qu'elles ne sont pas suffisamment étudiées. Ces incertitudes sont largement exploitées par les climato-sceptiques qui vont bien appuyer sur la part de doute présente dans chaque prévision. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne veulent pas comprendre que les incertitudes,
ça marche dans les deux sens, et que les scientifiques peuvent tout à fait sous-estimer les conséquences du réchauffement climatique dans certains domaines. Par exemple, effectivement, les modèles du GIEC qui doivent anticiper l'augmentation des températures ne sont pas encore parfaitement précis. Et parfois, ils se trompent. Et c'est le cas actuellement. Les températures des 2 dernières années sont des anomalies à la hausse. Et elles sont au-dessus de ce que prévoyaient les modèles. Alors, c'est peut-être un hasard. Ou c'est peut-être que les boucles de rétroaction du réchauffement climatique ont été sous-estimées. Et que donc la planète va se réchauffer plus vite que prévu. 2025 et 2026 vont être des années très importantes pour cette question. Et oui, il est possible que les prévisions soient mauvaises. Et cela va dans les deux sens. Les climato-sceptiques vont toujours partir du principe que si ce n'est pas sûr, ça n'arrivera pas. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une prévision. On essaie d'en être le plus proche possible, et parfois on est au-dessus, et parfois on est en dessous. Une raison supplémentaire pour combattre le dérèglement climatique, c'est qu'on ne peut justement pas être sûr de sa vitesse et de l'impact qu'il aura sur notre planète. Phase 4, l'Europe ne peut pas arrêter le réchauffement climatique. C'est l'argument peut-être le plus important des climato-sceptiques modernes. L'Europe ne représente que 10% des émissions. La France, 1%. C'est la Chine et l'Inde qui polluent, et elles se fichent complètement du réchauffement climatique. La Chine d'ailleurs émet déjà aujourd'hui davantage de CO2 que tous les pays de l'OCDE réunis. Et la Chine et l'Inde ont annoncé fermement qu'ils doubleront et tripleront respectivement leurs émissions de CO2 d'ici 2030, dans 5 ans. Même si par miracle, l'Europe tout entière finissait au fond des océans pour que nous soyons une fois pour toutes débarrassés des hommes blancs cisgenres masculinistes incels du climat. Le CO2 augmenterait quand même en légende. Déjà, les chiffres sont complètement faux. La Chine aurait annoncé doubler ses émissions de CO2 en 2030, donc 20% de croissance des émissions sur 5 ans. Je serais curieuse d'avoir la source. On va aller voir dans le document source. Si vous êtes là, votre taux d'hostilité envers ma personne est de moins 30%. Vous êtes là parce que vous cherchez désespérément la faille dans mon argumentaire implacable. Vous vous dites, ce n'est pas possible, ce youtubeur a la prétention insolente de penser contredire les scientifiques du monde entier, très compétents et très honnêtes. Je parie qu'il n'a même pas pris ses 6 doses de booster, cet anti-vax. Vous êtes pathétique. Le simple fait d'aller vérifier dans les sources, alors que vous avez passé les 4 dernières années à vous faire berner comme une sauce bernaise à propos d'un virus créé par gain de fonction en laboratoire, origine que vous avez d'ailleurs réfutée comme des énormes PNJ zombifiés, témoigne du caractère indélébile de votre esclavage mental. Alors, loin de moi l'envie de douter de cet argument implacable, mais la Chine a augmenté ses émissions de 0,2% en 2024, et la plupart des experts estiment que nous sommes déjà extrêmement proches du pic d'émissions que la Chine avait pourtant prévu d'atteindre en 2030. En fait, le chiffre est tellement faux que même si la Chine voulait doubler ses émissions en 5 ans, elle ne pourrait pas le faire. Depuis 2019, les émissions de la Chine ont augmenté de 10% en 5 ans. Là, il faudrait faire plus 100% dans les 5 prochaines années. Bon, restons un peu sérieux. Pareil pour l'Inde. Le Raptor annonce que l'Inde va tripler ses émissions de CO2 d'ici 2030. Source ? Encore une fois, sur les 10 dernières années, c'est environ 3,5% de croissance annuelle des émissions. Et encore une fois, même si l'Inde voulait tripler ses émissions, elle ne pourrait même pas le faire. Pour rappel, tripler ses émissions, ça voudrait dire tripler le nombre de voitures qui roulent, tripler le nombre de litres de pétrole consommés, tripler la construction, tout tripler en 5 ans. La réalité maintenant. La Chine est le pays dans le monde qui investit le plus dans les énergies renouvelables, et de loin. Les 2/3 des projets d'énergie vert en construction actuellement sont en Chine. Attention, oui, la Chine est le principal producteur de panneaux solaires dans le monde, mais le chiffre que je donne ne concerne pas la vente des panneaux solaires, mais bien la construction sur le territoire de projets d'énergie verte. Ce qui est vraiment triste, c'est que 10 minutes de recherche sur Google permettent de se rendre compte de la non-préparation du Raptor, autoproclamé expert en tout, sur l'un des arguments massus de sa vidéo. Et l'Inde alors ? Eh bien c'est la même histoire. Oui, l'Inde est un pays en développement qui est extrêmement dépendant du fossile, mais ils prennent ce sujet très au sérieux. La réalité, c'est même que l'Inde est l'un des pays dans lesquels le réchauffement climatique est le plus unanimement reconnu et considéré comme un véritable problème. Pourquoi ? Parce que 75% des Indiens ont déjà subi personnellement des conséquences du réchauffement climatique. Et avec 2 tonnes de CO2 émises par habitant et par an, on peut dire que ce sont loin d'être les principaux responsables de ce changement. Et on arrive sur l'un des arguments les plus tristes de la vidéo. L'objectif du net zéro et l'obsession d'une Europe responsable de 10% des émissions mondiales et pas du tout partagée par les puissances indiennes et chinoises de demain et d'aujourd'hui. Pire encore, la transition écologique scamesque, en plus d'être irréalisable, hors de prix et contre-productive sur le plan des émissions de CO2, confierait la majorité de notre souveraineté, déjà bien amenuisée, à la Chine, qui n'en a rien à branler du CO2 et qui d'un claquement de doigts pourrait nous faire tapiner à vie pour avoir le droit de produire de l'électricité, pas verte du tout et beaucoup trop chère.
Bon, pas besoin d'épiloguer, je pense. Le général de Gaulle a voulu doter la France d'un parc nucléaire spécifiquement pour ne plus être dépendant du gaz qui venait principalement de Russie et du pétrole qui venait du Moyen-Orient, entre autres. Et petit bonus pour le Raptor, les 2 plus grosses entreprises de construction d'éoliennes sont européennes. Et autre info bonus, en fait, des panneaux solaires, on peut en construire en France. D'ailleurs, on en fabrique en France. Alors aujourd'hui, effectivement, ils sont principalement importés de Chine, mais on pourrait très bien relocaliser les usines là où des gisements de pétrole, malheureusement, c'est un peu plus difficile à déplacer. Phase 5, les arguments économiques. Il y a de nombreux arguments économiques qui peuvent être avancés contre la transition écologique. Et le premier est le suivant. La transition écologique est impossible parce qu'elle est trop chère et parce que les énergies renouvelables sont intermittentes, ce qui nécessiterait forcément le recours aux énergies fossiles pour assurer le mix énergétique. D'abord, les énergies éoliennes et solaires sont des énergies intermittentes par nature, c'est-à-dire qu'elles nécessitent respectivement du vent et du soleil pour fonctionner. Or, il y a un truc qui s'appelle les nuages, la nuit, les vents trop forts qui bloquent les éoliennes, oui, et en gros, le temps de merde qui font que ça marche comme on le voudrait, en moyenne, 1/4 du temps pour les éoliennes et 1/10 du temps pour le solaire. Et vu qu'on ne peut pas stocker cette énergie, en gros 3/4 du temps, voire 9/10 du temps, il faut un remplaçant Tchad qui peut prendre le relais à tout moment. Alors on va aller vérifier l'information. Est-ce que l'énergie renouvelable se stocke? Ah bah oui, en fait ça se stocke. L'ironie de l'histoire, c'est que l'idole du Raptor, son sauveur Elon Musk, celui qui l'a libéré de sa cage en quelque sorte, dirige justement Tesla, qui est l'un des leaders du stockage d'énergie verte. Donc aujourd'hui, non seulement l'énergie verte se stocke, mais en plus elle se stocke bien et à un coût compétitif. C'est pour cela que le stockage se développe à toute vitesse et que cela permettra d'avoir une production d'électricité majoritairement verte, même si l'appoint de quelques centrales nucléaires, par exemple, restera probablement nécessaire en cas de conditions particulièrement défavorables et prolongées. Un autre point en lien avec ces critiques récurrentes, c'est que la transition écologique serait en train de ruiner tous les pays qui la mettent en œuvre, et notamment la France. Et c'est peut-être l'une des inquiétudes prioritaires de certains Français, même ceux qui adhèrent au constat du dérèglement climatique. On va se livrer à un pari risqué. Regardez le budget français lié à la transition écologique. Et à première vue, ça fait peur. On annonce un très fort engagement du gouvernement, avec 38 milliards de dépenses dites favorables à l'environnement, 2,1 milliards de dépenses mixtes et 13 milliards de dépenses dites défavorables. Ce qui est tout de même important. 38 milliards, ça correspond à peu près à la moitié du budget de l'éducation, sans compter le supérieur. Mais maintenant, regardons le détail des dépenses. Déjà, on a 5,5 milliards pour l'énergie, dont 2,1 milliards pour soutenir les fameuses énergies renouvelables et 1,7 pour le soutien au nucléaire. Ensuite, on passe à la catégorie transport, pour le soutien au ferroviaire, 3 milliards, le soutien au transport fluvial, les transports en commun, etc. Et l'État inclut aussi dans ce fameux budget favorable à la transition, le contrôle de la circulation et du stationnement routier, pour tout de même 0,9 milliards, qui permet d'après lui de limiter la vitesse des automobilistes et donc les émissions de gaz à effet de serre. Ça se tient. Ensuite, il y a le secteur du bâtiment, avec MaPrimeRénov', qui est une très bonne initiative, qui, au-delà de faciliter la transition écologique, permet surtout aux habitations de dépenser moins d'énergie en général. Puis, il y a la rénovation des bâtiments publics, qui est incluse dans le budget de la transition écologique. Ensuite, 1,7 milliard de dépenses en faveur de l'agriculture. Pareil, l'agriculture c'est vert, donc c'est bon pour l'environnement. Vous avez même le passage de l'ADSL à la fibre, qui est inclus dans le budget de la transition écologique. Mais aussi la gestion de l'eau. Alors oui, effectivement, boire de l'eau, c'est bien. Les dépenses des personnes, des ministères concernés et 2,3 milliards pour de la recherche. Et voilà comment on transforme un budget parfaitement banal, qui s'occupe simplement de ses citoyens, en un énorme effort de 40 milliards d'euros pour la transition énergétique et l'environnement, sur un budget total de l'État de 480 milliards, sans compter les 640 milliards d'euros de la sécurité sociale. En 2024, on a en tout consacré 40 milliards d'euros vaguement liés à la transition écologique et glorieusement 2 milliards pour les fameuses énergies vertes. L'État fait 13 milliards de dépenses défavorables à l'environnement, dont carrément 1,2 milliard de soutien aux énergies fossiles. Donc non, si ça c'était une source de préoccupation, c'est pas un très grand investissement autour de l'environnement et de la transition énergétique qui est en train de ruiner la France. Notre pays a 3 400 milliards de dettes et même pas 1% de cette dette est directement liée à la transition écologique. Phase 6, le GIEC et les scientifiques sont corrompus. Aujourd'hui, sur des questions telles que est-ce que la planète se réchauffe? Est-ce que ce réchauffement est d'origine humaine? Et est-ce que ce réchauffement aura réellement un impact? Il n'y a plus vraiment de débat scientifique. Tous ceux qui sont un peu sérieux s'accordent sur la réponse à ces 3 questions. Donc forcément, quand la vérité scientifique ne va pas dans le sens des climato-sceptiques, c'est forcément qu'elle est fausse et que, par conséquent, tous les scientifiques qui la décrivent seraient corrompus par l'ONU, par le World Economic Forum ou une autre organisation maléfique toute puissante chargée de contrôler les humains et d'installer une dictature climatique. Une des premières questions qui vient, c'est oui, mais alors pourquoi mentir? Pourquoi alarmer tout le monde sur le climat?
Quel est l'intérêt d'alarmer tout le monde sur le climat? Évidemment, la réponse, elle est immédiate. L'intérêt est de confisquer les libertés publiques à une échelle jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Et l'intérêt est de pouvoir obtenir de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, de limiter la circulation des biens et des personnes, de rendre tout le monde coupable, hein, comme pendant les crises millénaristes. Vous êtes coupable, vous allez finir en enfer, c'est l'an 1000. Et donc, si vous ne payez pas à votre clergé préféré, eh bien, vous allez en enfer. Et là, c'est la même chose. Si vous ne payez pas, vous allez détruire la planète. Vous êtes donc un salaud. Mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit et que parfaitement exact. On va vers une dictature climatique. Ces personnes décrivent un système de corruption qui inclurait des dizaines de milliers de personnes avec absolument zéro preuve. Si des dizaines de milliers de scientifiques recevaient régulièrement des virements de la part d'une organisation diabolique pour créer une dictature écologique, je pense qu'ils seraient probablement capables de trouver une ou deux preuves qui démontrent cette corruption. Mais non, bizarrement, rien du tout. Pour rappel, le budget du GIEC, c'est 6 millions de dollars et les contributions sont bénévoles. Je pense qu'il suffit d'échanger une fois avec un climatologue pour se rendre compte qu'il ne reçoit pas des centaines de milliers d'euros de pots de vin pour donner de fausses informations. Mais moi, ce qui m'amuse à ce niveau-là, c'est la très faible capacité de certains à se rendre compte que peut-être le lobbying et la corruption existent dans le camp de ceux qui s'opposent à la transition énergétique. Prenons par exemple Saudi Aramco, la plus grosse entreprise mondiale de pétrole cotée en bourse. Au dernier trimestre, elle a réalisé 464 milliards de chiffre d'affaires et 97 milliards de bénéfices. Et ce, lors d'un trimestre tout à fait normal. Si vous prenez les 20 plus grosses entreprises d'énergie cotées en bourse, 19 font des énergies fossiles et une boîte, la 17e, une entreprise espagnole, fait principalement de l'énergie renouvelable. Donc à moins qu'il y ait vraiment des gentils et des méchants, au prorata de l'argent généré par des entreprises privées dans les deux secteurs, les énergies fossiles et les énergies renouvelables, il est probable que les personnes qui défendent les énergies fossiles reçoivent un poil plus d'argent que celles qui défendent la transition écologique. D'autant plus que vous trouverez pour le coup assez facilement des preuves et des éléments factuels qui démontrent les conflits d'intérêts des climato-sceptiques. Chez les Américains, c'est quasi systématique. Mais il faut avouer qu'en France, manifestement, nos climato-sceptiques préférés font ça de manière plus ou moins bénévole. Admettons que le dérèglement climatique n'ait pas lieu, que tous les scientifiques à travers le monde soient corrompus, et que toutes les études qu'ils réalisent depuis 20 ans soient financées par Klaus Schwab et le World Economic Forum ou je ne sais qui. Et admettons que Jean-Michel Sécurité Routière, Jean-Michel Dinosaure et Jean-Michel Plage aient raison, et qu'en fait, ce n'est pas sûr que le réchauffement climatique soit un drame et que peut-être même ce sera très très cool. Pour cet exercice de pensée, ok, on va l'admettre. Est-ce que malgré tout, on a envie de prendre ce risque? Est-ce qu'on a envie de prendre le risque de créer une extinction de masse des espèces, de rendre invivables toutes les régions proches de l'équateur et de transmettre aux générations futures une planète dans un état déplorable, encore pire que ce qu'elle était à notre époque? Le problème de relâcher d'énormes quantités de dioxyde de carbone chaque jour dans l'atmosphère, c'est que le dioxyde de carbone, c'est beaucoup plus facile de l'émettre que de le récupérer. Alors non, ce n'est pas impossible de le récupérer, mais c'est juste 500 fois plus difficile que l'inverse. Donc il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible. Une fois que c'est brûlé, et ça aura des conséquences. Et le pire, c'est que pour le coup, les scientifiques n'avaient pas, je pense, osé imaginer un scénario dans lequel le monde serait dirigé par des gens en déni total face à la réalité. Et qu'en conséquence, l'augmentation de la température continuerait dans les mêmes proportions après 2100 jusqu'à ce qu'enfin on fasse quelque chose. L'argumentaire climato-sceptique, comme son nom l'indique, repose beaucoup sur le doute. Des doutes que la communauté scientifique n'a plus, puisque, en l'occurrence, on sait que la Terre se réchauffe, on sait que les humains émettent du CO2 qui est un gaz à effet de serre, et on sait que changer brutalement le climat de la planète aura des conséquences dramatiques. Mais même si effectivement on avait des doutes et on n'était pas sûr à 100% du dérèglement climatique, il est difficile de voir en quoi ça justifierait une inaction totale. Si dans votre frigo il y a un yaourt qui est périmé depuis 5 ans, peut-être que vous n'aurez rien si vous le mangez, parce que peut-être que votre système immunitaire va faire un travail remarquable, ou peut-être que l'étiquette était fausse et Klaus Schwab a volontairement changé l'étiquette de votre yaourt pour vous empêcher de le manger. Mais dans le doute, vous n'allez pas manger le yaourt. Dans le doute, vous n'allez pas entreprendre une action qui pourrait vous rendre terriblement malade. Le dérèglement climatique est tellement impactant pour les générations futures que dans le doute, on devrait peut-être faire certains efforts pour leur garantir une situation acceptable. Ne rien faire parce que peut-être qu'il ne se passera rien et peut-être que c'est l'apocalypse, mais tant pis. Enfin, c'est une posture d'un égoïsme et d'une irresponsabilité mais que je trouve personnellement complètement ubuesque. Donc voilà, si vous avez d'autres arguments climato-sceptiques à me partager pour qu'on en fasse une analyse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, c'était Aurore. Merci à tous et abonnez-vous.